Chers participants, nous avions vu les principales mesures passives permettant de réduire la demande énergétique des bâtiments. Voyons maintenant les systèmes qui permettront de réduire la consommation d'énergie finale en adoptant des technologies de conversion plus efficaces. Nous allons nous concentrer sur deux services clés représentés sur ce diagramme, à savoir le chauffage des locaux et de l'eau chaude sanitaire qui représente la plus grande partie de la consommation dans les bâtiments, ainsi que, on dira deux mots de l'éclairage qui représente plus de 12% de la consommation électrique suisse. À noter que le solaire thermique et photovoltaïque, de même que la biomasse, seront traités plus en détail dans une leçon ultérieure. Nos ancêtres des cavernes, comme ici, ont découvert le feu pour se chauffer et chauffer les aliments il y a environ 400 000 ans. Aujourd'hui, on met une boîte isolée autour du feu et on l'appelle chaudière. Mais comme on le voit ici dans ce diagramme à droite, on alimente aujourd'hui les chaudières principalement avec du mazout et du gaz naturel. Ce sont des ressources précieusement accumulées sur des millions d'années. Il s'agit en fait d'un des plus grands gaspillages d'énergie qui nous a accompagnés jusqu'en ce début du XXIe siècle. Qui peut le plus, peut le moins. Comme dans des chaudières traditionnelles, on part d'une température élevée de flamme qui permet de chauffer l'eau du circuit de chauffage jusqu'à des températures relativement élevées, et ça permet d'avoir finalement des surfaces de radiateurs dans les pièces relativement petites pour maintenir le confort, tout en faisant attention quand même à ne pas avoir des températures propres à se brûler. Les gaz de combustion sortent encore très chauds, et c'était surtout le cas dans le passé où on avait des mazouts à teneur en soufre non négligeables et qui n'étaient pas de très bonne qualité. Néanmoins, le rendement de ce type de chaudière est relativement faible. En évoluant vers des combustibles plus propres, comme le mazout à faible teneur de soufre ou le gaz naturel, qui a également une très faible teneur en soufre, on peut espérer refroidir davantage les gaz de combustion et de cette manière, on peut condenser la vapeur d'eau. Comme on voit ici, on a ajouté un élément de chaudière dans ce qu'on appelle des chaudières à condensation, avec des matériaux qui vont mieux résister à la corrosion d'ailleurs. Ceci n'est performant que si la température de retour du chauffage à la chaudière est relativement basse, c'est-à-dire assez éloignée de ce qu'on appellera le point de rosée. Les gaz vont s'échapper dans la cheminée en étant relativement froids. Cette figure montre l'évolution de la température des gaz de combustion en cours de refroidissement en fonction de la récupération de chaleur dans une chaudière. Bon, ces gaz partent de très très chauds, sont refroidis jusqu'à un point qu'on appelle le point de rosée, et ça, cette courbe est valable pour le gaz naturel. À environ 57 degrés, on commence à condenser la vapeur d'eau qui s'est formée en cours de combustion. Et ça nous permet de récupérer la chaleur latente et de gagner ici, on voit, suivant la température du réseau de chauffage, on peut gagner en quantité de chaleur que l'on peut récupérer grâce à ces chaudières à condensation. Pour une chaudière à mazout, la condensation se produit à un niveau plus bas, comme représenté ici en rouge, et on aura à ce moment-là une température du point de rosée qui sera de l'ordre de 47 degrés, et ça veut dire que ce sera plus difficile d'utiliser la chaleur de condensation. En fait, avec la plupart des installations ou des maisons équipées de radiateurs seulement, pratiquement, les chaudières à condensation ne vont pas être efficaces. On ne va pas pouvoir récupérer une partie de la chaleur latente. C'est seulement les installations de chauffage dites à basse température, par exemple le chauffage par le sol, qui permettent d'utiliser valablement les chaudières à condensation. Une meilleure approche pour le chauffage consiste à prendre de la chaleur renouvelable de l'environnement en remontant son niveau de température à un niveau supérieur à celle voulue dans le bâtiment.
Les pompes à chaleur fonctionnent comme un frigo qui prend de la chaleur aux aliments qu'on y stocke pour la rejeter dans la cuisine par le serpentin qui est à l'arrière du frigo. Pour une pompe à chaleur, c'est le même type de cycle thermodynamique, mais on va prendre de la chaleur de l'environnement et la rejeter dans le réseau de chauffage domestique ou de chauffage à distance. L'énergie de l'environnement peut être prise soit dans le terrain avec des sondes verticales allant de 50 à 300 mètres de profondeur, soit par des serpentins horizontaux à environ 1 mètre de profondeur, soit aussi de l'eau de surface, de rivières, de lacs, l'eau de source ou de stations d'épuration, etc. Et enfin, on peut prendre aussi de la chaleur de l'air extérieur. L'énergie finale, celle qu'il faut acheter donc pour entraîner ces pompes à chaleur, est soit de l'électricité pour les packs électriques, on parle de packs pour les pompes à chaleur, avec des coefficients de performance, les COP, le rapport entre la chaleur et l'électricité reçue, qui varie pour les pompes à chaleur électriques entre 2,5 et 5. Et puis, on peut avoir des pompes à chaleur qui fonctionnent avec du gaz naturel. Et à ce moment-là, le coefficient de performance est basé sur la chaleur que l'on obtient divisé par la chaleur contenue dans le combustible, le fameux pouvoir énergétique inférieur, et ça correspond à des COP entre 1,4 et 2. Si une même unité de combustible, constituée soit de mazout, soit de gaz, cette unité est utilisée dans une chaudière, on obtient à peu près un rendement de 0,9, c'est-à-dire 90% de la chaleur qui était du potentiel du combustible lui-même. Si on utilise cette même unité dans une centrale à cycle combiné, on peut obtenir jusqu'à 0,6 unités d'électricité que l'on peut fournir à une pompe à chaleur électrique, une PAC électrique utilisée dans une maison. Cette PAC électrique va nous permettre de récupérer 1,4 unités de chaleur de l'environnement. Et si on fait la somme maintenant, on a les 0,6 plus les 1,4 de l'environnement, ce qui fait qu'on obtient à la fin 200%, c'est-à-dire un facteur 2, au lieu d'avoir seulement le facteur 0,9 que l'on avait tout à l'heure. Inutile de dire que, puisque, à l'inverse, pour une même quantité de chaleur donnée à la maison, eh bien, on va utiliser la moitié du combustible, un peu moins de la moitié, et ça veut dire qu'on aura on va réduire les émissions de CO2 d'autant. Une autre approche tout aussi efficace dans le futur serait de combiner localement une unité de cogénération de chaleur et d'électricité, une unité chaleur-force, de type pile à combustible, avec une pompe à chaleur électrique. Alors on a la pile à combustible et on a la pompe à chaleur électrique à l'intérieur du bâtiment. Cette pile à combustible va permettre de convertir une unité d'énergie en 0,5 unités d'électricité qu'on peut fournir à la pompe à chaleur, qui va permettre de récupérer 1,1 unité de l'environnement. Et puis, en plus, il y a des pertes thermiques dans la pile à combustible qui font qu'on va pouvoir les récupérer, ces 0,4 typiquement. Ce qui fait qu'à la fin, lorsqu'on ajoute ces 0,4 de génération de rejet thermique à la pile à combustible, plus les 0,5 d'électricité, plus les 1,1 d'environnement, on obtient 2. C'est-à-dire qu'on va pouvoir obtenir 200% de 100% de la base, de notre unité de base que nous avions de gaz naturel ou de gaz synthétique, au lieu des 0,9 d'une chaudière. Finalement, on peut également brûler directement le gaz naturel dans une pompe à chaleur à gaz qui permet également de prélever environ 0,5 unités de l'environnement pour une unité de combustible donné, ce qui fait correspond à 1,5 unités de chaleur, c'est-à-dire à 150% des 100% que l'on avait dans l'unité de gaz naturel ou de gaz synthétique.
Et bien sûr, à l'inverse, pour une quantité de chaleur donnée à la maison, eh bien, ça permet d'économiser environ un tiers de gaz pour le même service de chauffage en réduisant d'autant les émissions, notamment de CO2. Au niveau urbain, capter l'énergie de l'environnement n'est pas aussi facile qu'au niveau de construction individuelle, où on a du terrain à disposition et où les éventuelles nuisances sonores de ventilateurs, de pompes à chaleur à air sont moins critiques. Une méthode particulièrement efficace en ville est d'utiliser des réseaux de chauffage urbain ou des réseaux à double fonction de chauffage et de refroidissement. Notre chance en Suisse est, comme on le voit ici, que la plupart des villes sont proches des cours d'eau ou de lacs qui constituent d'excellentes sources pour les pompes à chaleur. On le voit pour Lausanne, on le voit pour Genève, on le voit pour Zurich et Neuchâtel à titre d'exemple. Complétons maintenant notre investigation des mesures pour satisfaire les besoins énergétiques principaux des bâtiments. L'éclairage, comme je l'avais dit, constitue un élément non négligeable de la consommation d'électricité. En effet, bien qu'il soit possible d'introduire des systèmes passifs pour transmettre la lumière naturelle dans les zones bien moins éclairées d'un bâtiment, comme par exemple les seaux de loup réflecteurs représentés ici, une majorité des besoins d'éclairage doivent être satisfaits à l'aide de lumière artificielle. Les lampes d'éclairage, ampoules, tubes, spots, etc., pour l'usage domestique, se divisent en 4 grandes familles. Les LED, qui sont particulièrement performantes, avec leur indice énergétique de A++ à A, les fluorescentes, que l'on retrouve entre deux, qui sont aussi assez performantes, les incandescentes halogènes, déjà moins bonnes, et finalement les incandescentes classiques à filaments, qui sont progressivement en voie d'élimination sur le marché. Des progrès considérables viennent d'être faits en divisant substantiellement la demande électrique pour un flux lumineux donné, comme montré dans ce graphe de droite. Si on prend maintenant un flux donné, on voit que la quantité d'énergie qu'il faut fournir au niveau d'une LED est beaucoup plus faible que celle qu'il fallait au niveau d'une lampe à incandescente. Les LED de puissance peuvent produire de la lumière directionnelle. Cela représente de nombreux avantages pour l'éclairage résidentiel. Grâce au guidage directionnel de la lumière, des tronçons de rue ou des objets peuvent être éclairés avec précision et l'utilisation de l'éclairage avec la technologie de réflecteur empêche ainsi la dispersion de la lumière. Des zones adjacentes ne sont pas éclairées et les résidents ne sont pas dérangés. Une lumière blanche très économique est produite et une lumière qui ne crée pas d'émissions directes dans le ciel nocturne et évite par conséquent la pollution lumineuse. Donc le gain, il est à 2 niveaux, au niveau de la consommation et au niveau de la pollution lumineuse. Un des problèmes potentiels des bâtiments modernes très bien isolés est leur étanchéité qui, s'il n'y a pas une bonne aération, peut se traduire par une qualité d'air peu salubre et des problèmes d'humidité. L'aération peut être faite soit de façon naturelle, en créant un courant de part et d'autre de l'habitation pour permettre une circulation d'air, soit de façon forcée à l'aide de ventilateurs, ici, qui vont aussi avoir l'avantage d'être bien meilleurs en hiver, car cela permet de communiquer une partie de la chaleur de l'air vicié, de l'air intérieur, de la communiquer à l'air neuf qui ici est aspiré à l'intérieur du bâtiment. Cette aération peut être réglée de façon à assurer toujours un taux de renouvellement d'air adéquat et la qualité énergétique de ces récupérateurs doit cependant être contrôlée car elle peut être assez variable d'un fabricant à l'autre. D'autres économies substantielles comprennent notamment l'exploitation d'autres ressources renouvelables locales comme le solaire thermique ou photovoltaïque,
des solutions de stockage d'électricité ou de chaleur, y compris éventuellement de façon saisonnière pour la chaleur, un contrôle plus efficace, smart grid, etc. Et ainsi qu'une amélioration des systèmes consommant de l'électricité, comme les équipements ménagers, aux systèmes multimédia, etc. En guise de conclusion, les énergies finales requises par les bâtiments et les émissions peuvent être considérablement réduites par le remplacement des chaudières par des pompes à chaleur, à alimentation électrique ou à gaz, par des centrales de cogénération, des centrales dites chaleur-force, ou même une combinaison de centrales chaleur-force et de pompes à chaleur. Et toutes ces améliorations peuvent être accompagnées également d'améliorations sur les systèmes de ventilation avec récupération, des systèmes d'éclairage et des équipements électriques divers dont toutes nos maisons sont occupées.